contre le port d'armes. Contre parce que ça pourrait, je pense, amener à trop de problèmes, trop de tueries. Plutôt contre. Ah, moi je suis contre. Bah, je suis contre le port d'armes. Alors, bon voilà, c'est vite parce que on entend pas mal de conneries sur le port d'armes. Limite, y en a qui préfèrent mourir que d'en toucher une. Une arme, hein. Mon médaillon touche à mon pénis. Mais il y a une énorme rhétorique anti-armes qui s'est propagée de telle sorte à ce que toi qui m'écoutes, tu es peut-être aussi contre le port d'armes, mais je t'en veux pas. Après tout le monde n'est pas hétéro. Oh, ça va, c'est une blague, c'est une petite boutade. En réalité, il est compréhensible que tu aies fini par être dupé à force de vivre dans un monde où la jeunesse choisit de se stériliser pour sauver la planète. Je pars du principe qu'il y a déjà assez d'enfants qui sont déjà pas très heureux sur cette planète. Il y a aussi forcément la crise écologique. Vous avez craqué dans vos têtes ou quoi? Alors imagine quand il faut aborder la thématique d'engins qui produisent jusqu'à 170 décibels. L'horreur, quasiment le nazisme. Alors, après cette vidéo, je n'ai plus envie d'entendre « Oui, mais les armes, oui, mais les États-Unis... » En France, les armes sont classées sous 4 catégories, A, B, C et D. Toutes bien évidemment interdites, sauf sous certaines conditions. La catégorie A étant les classifications des armes à feu et matériel de guerre, strictement interdites aux citoyens lambda, mais qui n'empêche pas qu'il y ait par exemple de grosses kalachnikovs en circulation entre les mains d'individus qui font sûrement la chasse aux drosophiles entre deux règlements de compte. À votre grand-mère, de bâtard. La catégorie B concerne les armes semi-automatiques avec une capacité supérieure à 3 coups et une bonne panoplie d'armes de poing, interdites sauf pour les tireurs sportifs. La catégorie C pour la chasse et le ball-trap, et enfin la catégorie D, les armes non à feu, couteaux, bombes lacrymo, etc. Vous pouvez en faire librement l'acquisition, mais attention, vous devez avoir un motif légitime pour en porter une sur vous, sinon vous risquez jusqu'à 750 € d'amende. Je cite, prétendre que l'arme servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime en soi. L'appréciation des faits se fait au cas par cas. Après, je me demande où se situe l'appréciation du danger, sachant qu'en France, le sentiment d'insécurité ne relève apparemment que du fantasme. Le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose à ce propos. Le C'est un sentiment. Tellement qu'on peut même se permettre de relâcher des terroristes pour qu'ils continuent de produire des profs qui fonctionnent en Bluetooth avec leur tête. Du coup, je me pose la question de la légitimité de sortir sa bombe lacrymo contre une calache. Ou alors l'usage des armes de catégorie D est strictement réservé au braquage de profs dans les ZEP. Le sentiment d'insécurité. Au pire des cas, désarmer un assaillant armé à main nue, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Il suffit juste d'esquiver les balles et lui donner de bonnes patates dans la tête. Avant d'aller plus loin, merci à Terre de France pour le soutien qu'il nous procure régulièrement. Quelques nouveautés sur le site comme une petite collection de cadres historiques français, idéal pour remplacer les immondes tableaux de Londres qui font la déco de certains. Avec ces cadres, tu prends plus des breakfasts, mais des céréales à la résistance française. Disponible également un bougeoir médiéval forgé à la main dans un petit village de la Somme, muni d'une bougie en cire d'abeille fabriquée dans un monastère. Grosso modo, ça veut dire qu'avec ça, le seul éclairage que tu acceptes, c'est la lumière de Dieu. N'hésitez pas à faire un tour sur le site pour voir les nouveaux produits, dont ce nouveau polo évidemment. Lourd, léger, professionnel. Ça va devenir vrai dans cette pièce pour quelques instants, content. Comme d'habitude, tous les bénéfices sont reversés au service de notre pays. Vous trouverez tous les liens dans la description. Pour commencer, il faut faire la différence entre le port d'armes et la détention d'armes. Et c'est là que beaucoup se trompent. C'est le port d'armes qui est interdit en France, donc le fait de porter une arme sur soi qui ne soit pas par exemple dans sa valise fermée, déchargée, démontée. En gros, il ne faut pas qu'elle soit utilisable immédiatement. Par contre, la détention d'armes est autorisée, bien évidemment sous condition des catégories qu'on a vues tout à l'heure. Ce qui veut dire que n'importe qui avec une licence peut se trimballer avec une arme dissimulée et de surcroît commencer à tirer sur tout le monde. Sauf que bon, et heureusement pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Et encore moins avec des armes déclarées. C'est plutôt du marché noir dont on doit se méfier. En France, selon l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève, il y aurait entre 12 et 15 millions d'armes aux mains de civils, dont seulement 2 millions de déclarés. Ce qui fait quand même pas mal d'armes pour un pays avec un taux d'homicide par arme à feu aussi bas. Mais ce qui devient le plus préoccupant, c'est que dans le lot, il y a plus de 30 000 armes de guerre en circulation sur le territoire français. Et encore, ce n'est que l'estimation basse, et une bonne majorité viendrait des trafics depuis les Balkans. Quand je vous disais de pas acheter une voiture à un Albanais, en plus du Serbe dans le coffre, tu peux te retrouver avec des armes de destruction massive à la place de la roue de secours. En d'autres termes, pas trop de soucis pour s'équiper pour un hors-la-loi. Par contre, l'honnête citoyen pourra toujours compter sur sa gazeuse, en espérant qu'il arrive à esquiver son amende pour port du masque sous le nez et motif illégitime de possession de gazeuse. Oui, mais aux USA... Bon, c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, alors qu'on ne parle pas assez de pays où le port d'armes fonctionne très bien, comme en Suisse entre autres. Mais on va rester sur les États-Unis, même si on ne niera pas qu'il y a un problème d'armes là-bas qui résulte de plusieurs facteurs comme la facilité d'accès ou bien la culture. Nonobstant, il y a pas mal de données quant au contexte du
d'utilisation d'armes à feu là-bas, que ce soit pour la légitime défense, les homicides, les suicides et la dissuasion. Par exemple, des recherches ont montré qu'il y a annuellement entre 1,5 million et 2,5 millions de cas d'utilisation d'armes à feu dans le cadre de la légitime défense. Et sur ces cas, 8% déclarent avoir eu besoin de blesser la cible. Donc je rappelle qu'on parle de légitime défense. Maintenant, comparons ça au nombre de morts par arme à feu, on y inclura aussi les suicides. Selon le Gun Violence Archive en 2020, il y aurait eu 19 000 décès dus aux armes à feu et 24 000 suicides aux États-Unis. Premièrement, les 24 000 suicides qui sont imputés aux armes à feu sont très largement discutables. Selon le Suicide Prevention Resource Center, il s'agirait de la méthode la plus fréquente de suicide, car c'est tout simplement le moyen le plus facile. Il y a donc effectivement une corrélation entre la facilité d'accès aux armes et le taux de suicide par arme à feu. On peut donc se demander si le taux d'armes à feu par habitant influe sur les taux de suicide. Pourtant, quand on compare avec les taux de suicide annuels par pays et pour 100 000 habitants, on constate qu'il n'y a pas forcément plus de suicides dans les pays où la concentration d'armes par habitant est extrêmement élevée. Au contraire même, on s'attendrait à retrouver les États-Unis en tête de liste pour 89 armes pour 100 habitants. Pourtant, on retrouve l'Ukraine en première position, alors qu'ils n'ont que 6,6 armes à feu pour 100 habitants. Même le Japon est devant les USA. Pourtant, il s'agit d'un pays extrêmement strict sur le port d'armes et avec un taux d'homicide par arme à feu extrêmement bas. Maintenant, concernant les 19 000 homicides, il faut savoir qu'une bonne partie provient des gangs et des dealers. Trafic de cocaïne, tout ce que tu veux, nous on s'en bat les couilles. Nous aussi on est chargés, on est armés, petit fils. Dont une étude parue en 2008 montrait que 80% des crimes étaient dus à des armes détenues illégalement. En prenant en compte toutes ces données et en les comparant à l'utilisation défensive des armes, qui, je le rappelle, se chiffre en moyenne à 2 millions par an aux États-Unis, même s'il est difficile de quantifier le nombre de vies sauvées, on a pu établir que le port d'armes faisait diminuer la criminalité, que ce soit dans les viols, les cambriolages, les agressions et tout autre type de délit. Et là, j'en vois déjà arriver et me dire que d'autres études ont aussi montré que plus les armes sont réglementées, moins il y a d'homicides. Ce qui est vrai, et encore ça dépend de pas mal de facteurs. Premièrement, réglementer les armes ne veut pas dire interdire le port d'armes, et c'est sur cet élément qu'il faut se concentrer. Deuxièmement, il ne faut pas faire l'amalgame entre le nombre d'armes à feu et le taux de criminalité. On peut prendre le Vermont qui est un des états les plus sûrs, alors qu'il est non seulement extrêmement armé, mais mène aussi une politique très laxiste quant à la réglementation des armes. C'est-à-dire que dès tes 16 ans, tu peux te trimballer avec un M16. Il faut savoir que quand ils vont être en face de moi, ça va se passer autrement. Bon, venant du peuple qui tire sur les tornades, même moi j'ai chaud. On peut reciter aussi la Suisse ou encore Israël qui sont bien classés dans le nombre d'armes par habitant. Pourtant, le taux d'homicide est très largement inférieur à d'autres pays. Alors, me revoilà pas assez vite, bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, je rajoute ma petite couche à ce qu'a dit le frérot Valek. Et je vais vous parler de pourquoi le droit de posséder une arme est fondamental pour sa propre protection et sa liberté. On va parler du cas américain puis du cas suisse, qui est totalement différent puisqu'aux États-Unis tu as le droit de porter une arme sur toi, alors qu'en Suisse c'est sous condition comme en France. Mais je parlerai pas des Suisses pour le port d'armes. Pour les Américains c'est le second amendement qui régit ce droit. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé. Ce qui est fort avec cet amendement, c'est que c'est un droit qui ne doit pas être transgressé. Un politicien ne peut pas débarquer du jour au lendemain et désarmer la population avec une nouvelle loi. Car c'est justement dans ce contexte que cet amendement a été créé, pour se protéger des menaces extérieures, car il est plus difficile de conquérir un pays où toute la population est armée, mais aussi pour protéger le peuple d'un État tyrannique qui serait le seul à posséder le monopole de la violence avec une armée de métier. Et oui, tu fais moins le malin avec ton peuple quand celui-ci est entièrement armé et peut te créer un nouveau trou du cul entre les deux yeux pour évacuer plus efficacement toute la merde que ton cerveau est en train de produire. Je vous rappelle qu'avant le coronavirus et le confinement éternel dont on sortira jamais sauf de temps en temps, hein, par exemple on y retournera à la rentrée, il y a eu le mouvement des gilets jaunes où la population, qu'on n'entendait pas sur les plateaux TV, manifestait simplement pour avoir une vie décente. Mais Macron a sorti, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des coups de flashball, et borgné des dizaines de personnes lors des manifestations. Tu transformes des dizaines de personnes de ta population en pirates à la recherche du One Piece et on se sent démocrate. Je vous rappelle quand même que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen français de 1789, l'article 2 dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Je répète, la résistance à l'oppression. 4 ans plus tard, en 1793, le peuple, se méfiant de leurs nouveaux dirigeants, les bâtisseurs de la République, vote par référendum la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, dont l'article 35 dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Le droit de révolte était inscrit et voté par référendum, mais bien sûr, le nouveau pouvoir fraîchement en place
place, ayant peur de finir comme leurs prédécesseurs à qui ils ont fait découvrir les bienfaits du Bluetooth en les décapitant, ont fait un rétropédalage. Le texte a été abrogé en 1795 et depuis ce doux rêve de droit à l'insurrection a été de plus en plus restreint par la République qui pourtant se branle dans tous les livres d'histoire de la révolte française, ce qui est assez cocasse. Dès le début de la République, on constate que le référendum c'est juste pour faire joli. S'il ne va pas dans le sens du gouvernement, il est rejeté. Depuis 1992, des lois encore plus répressives ont vu leur jour comme l'article 412 qui qualifie de mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République. Le fait de diriger ou d'organiser un mouvement insurrectionnel est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 € d'amende. Mais aussi quand tu décides de faire des barricades, est puni de 15 ans de détention criminelle et de 225 000 € d'amende, l'édification de barricades ayant pour objet d'empêcher l'action de forces publiques, etc., etc. On prend le pouvoir par une insurrection, puis on empêche le peuple d'avoir le droit de faire des insurrections et on se sent démocrate. En même temps, le nombre de fois où le gouvernement français et la République a violé les droits du peuple en rejetant plusieurs fois des référendums, tu comprends bien que leur tête avec cette loi aurait fini attachée derrière une Renault 5 en train de faire des drifts autour de l'Arc de Triomphe. Maintenant, quelques exemples de pourquoi le citoyen doit avoir le droit de posséder des armes pour se protéger d'un gouvernement tyrannique. Et on va commencer au pif par le communisme et l'URSS. 10 décembre 1918, chaque citoyen soviétique doit rendre ses armes au gouvernement, et si tu ne le fais pas, tu seras condamné. Alors que pourtant, Lénine, un an avant, était pour des milices issues du peuple. Mais elles se sont transformées en bras armés du pouvoir assez rapidement. Ces mesures sont restées durant plusieurs décennies, à l'exception bien sûr des membres du parti communiste qui eux avaient le droit de posséder des armes. Et c'est comme ça que la grande terreur lancée par Staline a pu se mettre en place et causer, d'après les estimations qui font débat, entre 800 000 à plusieurs millions de morts. Mais on ne va pas chipoter, si chaque citoyen était armé, je doute qu'un massacre civil de cette ampleur aurait vu le jour. Car encore une fois, seul l'État possédait le monopole de la violence ici. Généralement quand ton gouvernement, surtout quand il est dirigé par un ancien braqueur de train, te demande de rendre tes armes, c'est pas pour les fondre et faire des pins Peace and Love ou Bob Marley. Pareil en Allemagne nazie, Hitler profite en 1938 d'une loi signée par ses prédécesseurs pour empêcher les ennemis de l'État de posséder des armes et de travailler dans des usines fabriquant des armes. Les juifs sont bien sûr rentrés dans cette catégorie et on connaît tous la suite de l'histoire. Afin d'être libre, il faut être capable de se battre pour sa liberté et comme le dit le proverbe latin, si vis pacem parabellum, je sais pas comment ça se dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Tu défends pas ton mode de vie et ta liberté avec des pancartes, des manifestations et des crayons en criant je suis Charlie face à des terroristes ou un gouvernement tyrannique. Enfin, techniquement oui, tu défends ton mode de vie, mais tu meurs. Ce qui arrive assez vite quand ton gouvernement décide de te foutre au goulag ou qu'un terroriste débarque dans ton bureau. J'ai même vu quelquefois passer et théoriser le terme d'insurrection pacifiste. Oh, c'est beau. C'est beau, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la réalité, ça finit en œil crevé par un flashball, car dans tous les cas, même si la manifestation est pacifiste, on laissera faire des idiots utiles comme les Antifa ou les Black Blocs, tout casser pour avoir maintenant le droit de fracasser les manifestants. Et maintenant, on va parler de ces cracks de Suisse, car dans l'exemple de comment défendre son mode de vie, qui est pour eux la neutralité totale, ce sont des champions, et je les respecte énormément pour ça. Je suis admirateur de leur doctrine qui consiste à ne pas sacrifier son peuple dans des guerres de merde comme 14-18, qui ne leur apportent strictement rien. D'ailleurs, je pense venir chez vous très bientôt. Les Suisses ont absolument tout compris, il ne suffit pas de dire oui bonjour, je suis neutre, je veux pas la bagarre, soyons copains, achetez-moi du chocolat et du fromage. Pour que les conquérants comme Hitler n'aient pas envie de les enculer. Bien au contraire, c'est du pain béni pour les conquérants d'avoir une bande d'attardés qui les accueille avec une chanson de trio, des colliers à fleurs et des pancartes Welcome 3ème Reich. Alors ce qu'ils ont fait c'est très simple mais d'une efficacité redoutable. Ils ont foutu des explosifs dans chaque pont, tunnel, voie d'accès reliant la Suisse à l'Europe et ils ont même foutu des explosifs dans la montagne avec comme objectif de faire des glissements de terrain pour bloquer des accès. Et si ça ne suffit pas, ils ont creusé énormément de bunkers dans la montagne avec des mitrailleuses visant ces voies d'accès. De quoi retarder considérablement, voire même d'empêcher tout simplement l'entrée d'assaillants en attendant que la population rejoigne des bunkers remplis d'armes dans la montagne. Tu ne peux pas m'envahir si je n'ai plus de frontières. D'ailleurs, c'est le seul pays au monde où chaque citoyen possède une place dans un bunker. Énormément sont abandonnés depuis la guerre froide avec sa potentielle menace nucléaire, mais c'est très commun en Suisse dans les maisons d'avoir un mini bunker dans sa cave. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait un plan d'attaque très détaillé pour envahir la Suisse, mais il a abandonné car il avait trop à perdre. Car il y a deux types de destruction de frontières, celle de la gauche universaliste où tout le monde peut venir en mode open bar, et puis tu as la destruction de frontières suisses où personne ne peut rentrer. Et même si Hitler avait réussi par je ne sais quel hasard et je ne sais pas combien d'efforts à réussir à rentrer en Suisse, qu'est-ce qu'il aurait gagné? Un bout de montagne avec pas grand chose d'intéressant et des mecs armés jusqu'aux dents qui le canardent depuis des trous dans la montagne. Alors il a fait ce que tout le monde ferait même pour un mec qui a roulé sur quasi toute l'Europe, il a fermé sa gueule et acheté des armes aux Suisses. Quelle humiliation!
Nous sommes humiliés. Car la neutralité en Suisse fonctionne aussi par l'économie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas rejoint l'Union Européenne et ont décidé de rester souverains de leur pays, en n'ayant pas quelqu'un qui n'est pas élu par aucun putain de citoyen décider du sort de leur pays au niveau de l'économie et de l'immigration, comme Ursula von der Leyen. Je sais pas comment ça se dit, j'en ai rien à foutre, je lui pisse dessus. Il y a une anecdote que j'avais entendue, je sais pas si elle est vraie, lors de la première guerre mondiale, l'armée suisse avait environ 250 000 soldats, et l'armée allemande 500 000. Le Kaiser allemand avait demandé qu'est-ce que ferait la Suisse si l'Allemagne décidait de l'envahir vu qu'elle a 2 fois plus d'hommes. Et l'ambassadeur suisse avait répondu « On tire 2 fois et on rentre à la maison ». Quel putain de génie. D'ailleurs, les Suisses ont continué à être les boss du game, car en 2006, ils ont co-créé avec l'Allemagne un pont connectant les deux pays. Et sans prévenir l'Allemagne, ils ont foutu des explosifs dans les piliers, au cas où. Bonjour, mon ami suisse, quelles sont les étranges caisses qu'il y a derrière toi? C'est pour construire le pont? C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Depuis 2014, l'armée suisse retire peu à peu les explosifs de plus de 2000 infrastructures dans le pays et se concentre sur de nouveaux moyens de protéger le pays, car l'invasion de chars allemands aux Russes n'est plus envisageable pour l'instant. Mais demain, si la guerre éclate, tu pourrais être sûr qu'ils vont ressortir l'outil surprise qui leur servira plus tard et manger une fondue tranquillou pendant que le monde sera en train de brûler. Bref, les Suisses ont très bien compris que pour maintenir sa liberté et son mode de vie, il faut être prêt à le défendre. Historiquement, ils ont toujours été de redoutables guerriers et étaient d'excellents mercenaires. Même s'il n'y a pas de port d'armes en Suisse, sauf exception comme en France d'ailleurs, toute la population d'origine suisse peut posséder une arme si leur casier est vierge. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué et certaines catégories sont interdites, car là-bas, ils ont le droit de posséder des armes de guerre. Bon, je sais qu'à la base, c'était censé être une vidéo sur le port d'armes, mais je pensais qu'expliquer aussi pourquoi simplement avoir le droit de posséder une arme est tout aussi important et qu'il faut se méfier des gouvernements qui décident de retirer ce droit, car la suite est souvent catastrophique. Sur ce, je laisse la parole à Valek pour conclure la vidéo. Merci à Bruno d'être arrivé comme un cheveu sur la soupe dans ma vidéo. Donc, pour conclure, il faut évidemment réglementer le port d'armes, notamment par divers aspects comme le fait d'avoir la nationalité, un casier judiciaire vierge, des antécédents psychiatriques clean, un quota d'entraînement annuel dans un stand agréé avec validation par examen et tout un tas d'autres facteurs qui feront que n'importe quel citoyen pourrait devenir acteur de la sécurité pour lui-même et les autres. Et bien sûr, tout en étant encadré. Oui, mais les tueries de masse... Même si l'appellation peut faire peur, il faut savoir que les tueries de masse représentent un très faible pourcentage dans les nombres d'homicides par arme à feu. À titre de comparaison, aux USA, vous avez plus de chances de mourir en tombant du lit ou d'asphyxie auto-érotique que d'être tué dans une tuerie de masse, sans compter celles qui ont été évitées grâce au port d'armes, et sans compter aussi le fait qu'en général, les tueries ont lieu dans ce qu'on appelle des gun-free zones, donc comme son nom l'indique, des endroits où le port d'armes est interdit. On peut aussi aborder le thème de l'urgence, la police est rarement là à temps. Vous avez souvent le temps de vous faire agresser ou vous faire violer au moins 20 fois avant l'arrivée des secours, surtout avec la non-intervention des gens qui est compréhensible dans certains cas. En général, tu te fais agresser à l'arme blanche ou en bande, ou alors les deux. Tu vas faire quoi à main nue? Jeter des cailloux avant de te prendre une salle dans la gueule? Petite parenthèse, mais en plus de ça, en France, la légitime défense peut se retourner contre vous. Prenons l'exemple d'une femme qui rentre tard le soir en prenant le métro. Elle sera sans doute plus rassurée en se disant qu'elle est potentiellement entourée de citoyens armés et entraînés que de 3 ploucs composés d'atomes d'hydrofiote avec des AirPods qui les rendent sourds quand quelqu'un se fait emmerder. Ah bâtard, t'es communiste. Avec tout ce qu'on a vu précédemment, que ce soit la détention d'armes, le port d'armes, le marché noir et les statistiques, on arrive à la conclusion qu'en France, le seul cuck désarmé, c'est l'honnête citoyen. Pour approfondir le sujet, je vous conseille l'association ARPAC ainsi que les vidéos de Code RNO. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à donner votre avis sur le port d'armes en commentaire. Pour les amateurs d'armes, n'hésitez pas non plus à apporter des précisions s'il le faut. Sur ce, à plus tard dans l'autocar. Ah, et pour plus de carabistouilles, n'hésitez pas à vous abonner à mon Telegram et à mon Instagram qui s'affichent juste ici.